Attendez la fin avant d'applaudir. Bonjour. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler de programmation par contrainte. Qui a une vague idée déjà de ce dont il s'agit? Ok, très bien. Donc ce talk est fait pour vous. Alors qui suis-je? Donc je suis Cyril Delmas. Je travaille en tant que senior backend engineer à Blue Wallet. Je reviens juste après ce sur quoi je travaille. Mon handle Twitter, c'est Cyril Delmas. Donc si vous avez des questions, que vous n'osez pas les poser à la fin, n'hésitez pas. Vous avez le lien vers mon GitHub aussi, enfin bon, le lien. Vous me retrouverez sous ce nom-là. Et il y a la presse et le code que je vais vous montrer aussi. Donc Blue Wallet, très rapidement. Donc en fait, c'est un service de voiturier garé aéroport. L'idée, c'est que vous venez avec votre voiture jusqu'à l'arrêt minute. Vous descendez, vous allez prendre votre avion. Il y a quelqu'un qui la prend en charge, qui l'amène dans un parking sécurisé. Voilà. Donc si vous voulez l'utiliser, je crois qu'on a l'aéroport de Toulouse qui est ouvert. Donc voilà. Je ne suis pas du tout venu vous faire de la pub. On va parler donc de programmation par contrainte. Alors déjà, je vais poser un petit peu les bases, donner quelques petites définitions pour qu'on se comprenne bien tout au long de la présentation. On va faire des exemples, et là, je vais vous demander de travailler un petit peu, donc j'espère que vous êtes encore un petit peu frais. Je vous expliquerai très rapidement le fonctionnement d'un solver. C'est une introduction, donc on va y aller doucement quand même. Quelques petites techniques, et puis si on a un petit peu de temps à la fin, des questions, si vous en avez. Alors, des définitions. Qui dit programmation par contrainte dit contrainte. Donc une contrainte, c'est quoi? C'est une relation logique entre plusieurs variables, 2 ou plus. Donc je vous ai donné quelques exemples. X inférieur à Y. All different sur un tableau, ça veut dire que toutes les variables dans le tableau sont différentes. D'accord? Ça peut être un peu plus compliqué. X plus Y plus Z carré égale 45, etc. J'imagine que ça va pour tout le monde jusque-là. Alors, une chose importante à noter, c'est que les contraintes, donc je l'ai dit, peuvent porter sur plusieurs variables, mais on peut toujours, donc c'est un théorème, tout rapporter sur 2 variables et sur des ensembles de contraintes à 2 variables. Typiquement, le all different array, on peut dire le premier élément il est différent du deuxième, le premier élément est différent du troisième, etc. Vous voyez un petit peu l'idée. Et ça, c'est hyper important pour la suite. Gardez-le en tête. On a parlé de variable. Qu'est-ce que c'est qu'une variable? Donc une variable, c'est une inconnue, donc au sens mathématique du terme, tout le monde est allé au collège, pouvant prendre une valeur dans un domaine donné. On leur donne un nom de manière à se repérer un petit peu sur ce que ça peut représenter. Donc, par exemple, X, Y, Z pour représenter des coordonnées dans un plan ou dans l'espace, un nombre de voitures, une date de début, etc. J'ai parlé de domaine. Qu'est-ce que c'est qu'un domaine? Donc, c'est tout simplement l'ensemble des valeurs que peut prendre une inconnue. Il y a des propriétés intéressantes sur les domaines, et c'est très important pour la suite. Un domaine, il peut être borné ou pas borné. Et il peut être discret ou continu. Explication. Par exemple, si on prend 0, 1, là, donc on a 2 valeurs, on peut les énumérer. Donc c'est un ensemble qui est fini, d'accord, puisqu'on peut énumérer toutes les valeurs, et discret, puisque justement on peut les énumérer. Si on prend n, donc l'ensemble des entiers naturels, là, c'est un domaine qui est infini, mais qui néanmoins reste discret. On peut quand même énumérer tous les nombres entiers. Et non qu'on puisse aller jusqu'à un point plus l'infini. Mais vous voyez un petit peu l'idée. On peut dire 0, 1, 2, 3, on ne va pas en louper. Par contre, si on prend l'intervalle 0, 100 des nombres réels, concrètement, il est borné, mais il est infini et surtout, il est continu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas énumérer tous les nombres réels. Ce n'est pas possible. D'accord ? Maintenant, venons-en au cœur du sujet. On va parler de ce que c'est qu'un problème de satisfaction de contrainte. Maintenant qu'on a posé toutes ces définitions, en fait, on peut tout simplement donner la définition d'un problème de satisfaction de contrainte. C'est un triplet qui est composé d'un ensemble de variables, donc V1, Vk, de leur domaine, et en fait, le domaine du KUplet de variables, ça va être le produit cartésien de tous les domaines, d'accord, et d'un ensemble de contraintes qui vont porter sur des sous-ensembles à chaque fois de ces variables.
Et donc la programmation par contrainte, c'est quoi? C'est tout simplement une manière de modéliser les problèmes combinatoires, sous la forme de problèmes de satisfaction de contraintes. Donc concrètement, on va définir à chaque fois des variables, leur domaine et des contraintes. C'est en ça que ça consiste. On va avoir plusieurs objectifs quand on va faire de la programmation par contrainte. On a un problème, ce qu'on veut quand on a un problème, c'est trouver les solutions. J'ai entendu bien un point. Donc on peut vouloir trouver une solution, n'importe laquelle. On peut vouloir trouver toutes les solutions. On verra des exemples tout à l'heure. On peut vouloir trouver aussi la meilleure solution. D'accord ? C'est par exemple celle qui va nous coûter le moins d'argent. Ou prouver qu'il n'y a pas de solution. Parce que on aura fait de manière exhaustive toutes les possibilités, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution. Donc en quoi consiste résoudre un problème de satisfaction de contrainte? Pour ceux qui ont suivi, je pense que vous avez deviné, c'est tout simplement donner une valeur à chacune des variables de manière à ce que les contraintes soient respectées. Et dans ce cas-là, on obtient une solution. Alors il n'y en a pas toujours qu'une, des fois il y en a plusieurs combinaisons qui fonctionnent. Je reviens rapidement sur les solutions et sur la quantité de solutions et de possibilités qu'on a. On a vu tout à l'heure que le domaine de notre problème, ça va être un produit cartésien. Donc ça veut dire que plus le domaine de chaque variable est grand, plus l'espace possible de solution va être grand. Grosso modo, vous multipliez. Donc s'il y a 100 possibilités à chaque fois, ça fait 100 fois 100 fois 100 fois 100 fois 100. Évidemment, si le domaine est infini, ça donne des infinités de possibilités. Et donc, tout le travail va être de justement réduire ces domaines-là pour évidemment pouvoir trouver des solutions en un temps raisonnable. D'accord ? Si on a besoin d'un résultat tout de suite, c'est pas dans une semaine ou dans 6 mois. Donc ça, c'est important. Ensuite, je disais, un des objectifs, c'est de pouvoir trouver une bonne solution. Qu'est-ce que ça veut dire, une bonne solution ? En fait, une bonne solution, c'est juste donner une fonction qu'on va appeler f, qui va prendre en paramètre les variables et qui va donner, on va dire, un score. Donc toutes les solutions ne se valent pas, et ce score va nous permettre de dire si telle ou telle solution est meilleure l'une que l'autre. L'exemple classique, d'ailleurs je l'ai cité juste avant, c'est minimiser un coût, ou réduire les risques de décès de personnes, par exemple. Parfois, il n'y a pas de solution. Ça arrive. Dans ce cas, on parle de problème surcontraint. Des fois, c'est ce qu'on veut, c'est ce que je disais tout à l'heure, on veut prouver qu'il n'y a pas de solution, mais des fois, on veut quand même avoir des solutions qui ne seront pas idéales, et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut relaxer des contraintes, comme dans la vraie vie en fait. Si on se rend compte qu'il y a un truc qui n'est pas possible, on va essayer de relaxer certaines contraintes. Par exemple, supprimer des contraintes. C'est-à-dire que finalement, cette contrainte-là, on peut passer outre. Généralement, ça va de pair avec les hiérarchiser, c'est-à-dire que toutes les contraintes ne se valent pas, on va leur donner un poids plus ou moins important. Quand je parle de hiérarchisation, c'est une échelle, plus ou moins binaire. Généralement, on parle de contraintes hard ou strong et de contraintes weak. Strong, par exemple, c'est je veux qu'il y ait 0 décès. C'est pas possible. Par contre, weak, ok, ça nous coûtera un peu plus cher. C'est pas très grave. Dans l'idéal, on va essayer de baisser les coûts, mais il y a des contraintes sur lesquelles qu'on ne peut pas violer. Vous voyez un petit peu l'idée. Ensuite, on peut attribuer des poids. Donc là, c'est pas vraiment binaire, c'est un petit peu plus flou, on va dire. Donc on va attribuer des poids. Et il y a des fois, c'est tellement flou qu'on ne sait pas choisir quel est le plus important. Et dans ce cas-là, on va choisir carrément des coefficients aléatoires. Et dire peut-être que ça ou ça, si on ne sait pas dessiner, on donne des coefficients aléatoires. Ça permet de donner des solutions qui ne sont pas idéales encore une fois, mais qui permettent quand même d'avoir des solutions. Normalement, vous avez à peu près cette tête-là. Et donc là, on va passer aux exemples. Donc je vais passer sur, on va dire, 5 exemples. Il y en a 4 pour lesquels je pense que tout le monde connaît le problème. Le 5e, c'est un problème que j'ai eu à résoudre dans mon passé professionnel. Donc, a priori, c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément travaillé. Donc, des petits exemples avec l'explication et du code. Pour vous montrer qu'en fait, ça va être très simple à écrire sous forme de code. Beaucoup plus simple en tout cas que si on devait le faire à la main, entre guillemets.
Donc les exemples sont en Scala, c'est pas très important en fait. Je vous ai épargné le prologue. Donc premier exemple, en fait, ça va être, on veut trouver tous les triangles rectangles de côté entier et de périmètre inférieur à 200. Ça va pour tout le monde, triangle rectangle, ok. La question c'est combien il y en a. Est-ce que quelqu'un est capable de me le dire comme ça? Donc le périmètre inférieur à 200, donc c'est des petits triangles rectangles. Vous avez une vague idée? Avec quelqu'un? Dites un nombre. Oh là là, il est trop fort. Alors il y en a 84 en réalité, mais forcément on a les deux côtés qui peuvent swapper, ils sont équivalents. Donc effectivement il y en a 42. Comment on va Alors comment on va modéliser ça? Est-ce que vous avez une petite idée là des variables que vous allez mettre en place? Les côtés, ouais, je vois un A+. Alors effectivement, c'est marrant ça, A+. Ouais. En fait, tout simplement, on va prendre des variables. Les variables, ça va être les côtés. Et on va donner les contraintes, le théorème de Pythagore, hein, les deux côtés au carré, la somme est égale au carré de l'hypoténuse. Et puis le périmètre, c'est juste la somme des côtés qui est inférieure ou égale à 200. Quel domaine on donne à nos variables au passage? J'ai entendu la bonne réponse là, 1 à 198. Ouais, parce que ça sert à rien d'aller jusqu'à 200 en fait. Voilà, on peut pas avoir de côté qui vaut 0. Très très fort. Du coup, là, je vais tenter un truc de ouf. Je vais cloner mon écran et normalement, on devrait voir apparaître sous vos yeux ébahis le code. Ça a l'air d'avoir fonctionné. Ou pas. Dommage. Si, c'est bon. Voilà. Donc, rapidement, oubliez la partie du bas à partir de search, c'est pas important. Grosso modo, on lance le moteur pour faire le calcul. Ce qui va être important, c'est la partie d'en haut, où finalement, on va décrire chaque variable. Alors, désolé, je ne les ai pas appelés A, B et C, mais X, Y et H pour l'hypoténuse. Donc, simplement, on dit que X, c'est un entier entre 1 et 198. Pareil pour Y. H, je lui dis, pareil. Bon, après tout, pourquoi pas. Et après, on va rajouter les contraintes en lui disant que x carré plus y carré est égal à h carré, d'accord? Et x plus y plus h est inférieur à 200. H pas mis inférieur ou égal, d'ailleurs. Bon. Et du coup, quand on lance le programme, effectivement, on trouve toutes les solutions en assez peu de temps. Et donc, il y a bien les 84 solutions. Alors, je ne vais pas toutes vous les montrer, hein, mais elles sont au-dessus, là. Vous pourrez faire tourner le programme si ça vous intéresse. Ça va jusque-là? Ok. Alors, je vais essayer de repasser en mode... J'espère qu'il va juste pas m'envoyer... Ah oui, d'accord. Tac. Voilà. Ok. Deuxième problème, pas beaucoup plus compliqué, en fait, ça va être le même, mais on va vouloir trouver le triangle rectangle qui a le périmètre inférieur à 200, qui a la plus grande aire. C'est-à-dire une idée? Donc il y en a 84, 42. Voilà, franchement, je ne le connais pas. Hein. Donc tout simplement, ce qu'on va faire, c'est que parmi toutes les solutions qu'on a trouvées, on va donner une fonction d'objectif, donc qui va être la fonction maximize, et on va dire, je veux que tu maximises l'aire, tout simplement. L'aire étant, tout simplement, vous connaissez la formule? Ouais. Donc là, je vais re-switcher. Hop. Peut-être que je vais rester comme ça d'ailleurs, parce que ce sera peut-être plus simple. Ça évitera de... Tac. Donc en fait, c'est exactement le même problème, sauf qu'on va dire que l'aire, alors x fois y, et j'ai pas divisé par 2. Alors volontairement, parce qu'en fait, ça change rien. D'accord? C'est une fonction qui croît, qui est linéaire, tout ça, donc ça change rien. Et donc, réponse à la question, quel est donc ce triangle qui est le plus grand? C'est celui-ci, avec une aire de 1536, donc 48 par 64 par 80.
Et avant ça, on va voir qu'il en a trouvé plusieurs. Voilà, pendant la recherche, il a dit tiens, j'ai trouvé celui-là, puis après je trouvais celui-là, toujours en cherchant plus grand. Par contre, il n'a pas passé les 84. D'accord? D'ailleurs, il n'en a trouvé que 12. Voilà, donc là, je vais pas re-switcher parce que sinon ça va être un petit peu casse-pied. Il faut juste que je retrouve le bon. Voilà. Problème suivant. Un problème assez rigolo. Je ne sais pas si vous voyez bien au fond. L'idée, c'est que vous avez un menu là avec des appetizers. Et donc le client, il dit je voudrais ce que vous voulez à partir du moment où j'en ai pour 15,05 $. Pas facile, hein. Donc évidemment le serveur fait un peu la tronche. Donc c'est un problème de type sac à dos, c'est assez connu. En fait la solution elle est très très simple, sauf que je vous ai dit tout à l'heure que avec les nombres à virgule, les nombres entiers réels, tout ça ça marche pas très bien. En fait c'est assez simple à résoudre, il suffit de représenter les prix par des nombres entiers et de faire une somme pondérée. Et concrètement le code il est très simple. On a les prix. On a la x qui est grosso modo un tableau avec des variables, d'accord, qui va correspondre finalement au nombre d'appetizers de chaque type, d'accord. Et ce qu'on va faire, c'est juste une somme pondérée. Donc, grosso modo, c'est une somme en multipliant par le prix. Voilà. Et en disant que cette somme, elle doit être égale au total, le total étant 1505. Donc le résultat, donc il y a deux solutions, je ne me souviens plus exactement lesquelles, mais les deux solutions sont les suivantes. Donc on peut prendre soit, j'arrive plus à... omissez pas s'il vous plaît, soit 7, c'est quoi le premier déjà? Soit 7 mixed fruits, donc ça fait 15,05, soit un mixed fruit plus 2 hot wings plus un sampler plate. Voilà, mais ça fait 15,05. Voilà. Autre petit problème rigolo, le sudoku. Donc là c'est un petit peu plus compliqué. Celui qui arrive à me le résoudre comme ça pendant que je le montre, il est vraiment très fort. C'est un niveau diabolique. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais a priori c'est très, très compliqué. En fait, tout ce que je vais avoir besoin de faire, c'est dire au solver, voilà les règles du sudoku, et il va se débrouiller à trouver la solution, en quelque chose comme 10 millisecondes. C'est quoi les règles du sudoku? En fait, c'est très simple, c'est juste tous les chiffres sur une même ligne, ils sont différents, pareil sur les colonnes, et pareil dans les zones carrées. D'accord? En fait, ça va juste être ça. Je vais lui dire ça. Le domaine de chaque variable, ça va être de 1 à 9. D'accord? Quand c'est déjà fixé, le domaine, c'est le nombre, tout simplement. Il n'y a pas besoin de le changer. Et concrètement, si je vous montre le code, alors il y a un petit poil, alors évidemment c'est tombé sur le boilerplate, un petit poil de boilerplate, mais concrètement, ça revient à écrire juste ça. Tous les chiffres d'une même ligne sont différents, tous les chiffres d'une même colonne sont différents, et tous les chiffres d'une même zone sont différents. Et après, il va se débrouiller à faire le travail. Je vous laisserai regarder le code en entier à tête reposée, c'est pas forcément très intéressant de le voir en entier, mais grosso modo, là, il va donner la solution. Bon, ça recompile, tout ça. Voilà, il a mis 12 millisecondes à me trouver la solution. D'accord. Donc la solution, la voilà. Alors, c'est pas très lisible, mais bon. Et il est bon, effectivement, je vais vérifier tout ça. Ça va ? Vous voyez, j'ai écrit un solver de sudoku en 3 lignes. Bon, il y en a un peu plus en fait en dessous, mais grosso modo, c'est juste des calculs d'indices dans des matrices. Pas hyper intéressant et pas hyper compliqué non plus. Un vrai problème de la vraie vie maintenant. Donc, avant, je travaillais dans une boîte qui s'appelle Lectra et qui fait des machines de coupe pour tissu. Et une des problématiques qu'il y a, c'est de faire des placements en fait, de toutes les pièces d'un vêtement, par exemple, sur des rouleaux de tissu, de manière à perdre le moins de matière possible. Et en fait, ça, c'est hyper gourmand en calcul. Grosso modo, c'est 100% de plusieurs CPU pendant plusieurs minutes.
Et concrètement, ce qu'on avait besoin, c'était assigner correctement des ressources, de manière à ce qu'on ait des machines qui ne soient pas idle, parce que c'est des machines qui coûtent cher, et de manière à rendre un certain nombre de services à nos clients. Donc les contraintes étaient les suivantes. Alors là, il y a un slide par contrainte, parce que sinon ça ne tient pas, c'est pas très lisible. Donc on a des calculs qui sont de durées différentes, parce que ça dépend du nombre de pièces, etc., qui appartiennent à différents clients et qui ont un délai de rendu. Grosso modo, le client il le veut pour dans 1 heure, par exemple. Donc ça, c'est des contraintes. Notez toutes les contraintes, parce que je l'ai dit à l'oral, je ne vais pas les répéter. Ensuite, on a forcément une limite dans le nombre de ressources utilisables. On n'a pas des milliards de virtual machines, enfin une infinité de virtual machines utilisables. En plus, moins on en utilise, mieux c'est. Et surtout, moins on en utilise qui sont idle, en fait. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut paquer un maximum les calculs les uns derrière les autres. Petite précision, c'est l'un après l'autre. J'ai bien dit, c'est 100% au taquet CPU. Donc il n'y a pas 2 calculs sur la même machine. D'accord ? Un instant T, donc une VM ne peut traiter qu'un seul calcul. Ok, j'ai spoilé un petit peu. Et en fait, sur une période d'1 heure, on doit garantir à chaque client un nombre minimal de calculs. Un SLA, c'est classique. On va dire, par exemple, toi, tu en as droit à 25, toi, tu en as droit à 30 parce que tu payes plus cher, etc. Donc, au-delà, on accepte les dépassements de délai, ça, c'est pas très grave. Et donc, comment on modélise ce problème-là? Alors, il se trouve que j'ai pas de code qui fonctionne là-dessus, mais j'ai écrit une petite partie que je vais vous montrer après. Comment on modélise ce problème? Là, c'est un petit peu plus compliqué que juste le sudoku et tout ça. Donc en fait, je vous expliquerai les techniques juste après, mais grosso modo, il faut se mettre vraiment au calme, à tête reposée, et bien relister les différentes variables, contraintes, etc. qu'on a. Concrètement, la solution, elle n'est pas très compliquée. Au moins en termes d'imagination. Ce qu'on va dire, c'est que, grosso modo, ça c'est ce qu'on doit faire. On doit mettre les tâches les unes derrière les autres, et on a un slot de temps qui est représenté par ces espèces de pointillés là, et dire ça va être mon slot d'1 heure par exemple, pendant lequel j'ai le SLA à calculer. Comment est-ce qu'on va représenter une tâche de calcul? Une tâche de calcul, ça va simplement être un numéro de VM sur lequel on va faire tourner le calcul, et l'ordre d'exécution, puisque l'ordre va être important, forcément, si on met tous les jaunes à la fin, le client jaune, entre guillemets, on ne lui aura pas respecté son SLA. Et en fait, juste avec ça, le moteur, il va passer son temps à changer l'identifiant de VM et l'ordre d'exécution, de manière à trouver après les bonnes, à vérifier les bonnes contraintes. Ouais, alors évidemment, tous les identifiants de VM sont différents. Bon, ça, c'était pas très intéressant. Ce qui va être intéressant, par contre, c'est de dire qu'on veut minimiser le nombre de VM utilisés. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, on pourrait utiliser les 5, sauf que ça sert à rien, puisque concrètement, il y a des trucs qui qui seraient calculés trop vite. D'accord? Et pareil, on va vouloir compter le nombre de tâches dans chaque slot pour vérifier la contrainte qui dit qu'on a assez de tâches par rapport à la garantie à notre client. Tout ça, c'est des contraintes qu'il va falloir matérialiser. Donc là, encore une fois, je suis désolé, je n'ai pas le code qui fonctionne, mais grosso modo, la modélisation, elle est là. D'accord? Et après, il faut l'écrire en Scala ou en autre chose. Alors, il se trouve que moi, je l'ai écrit avec Optaplaner, qui est un autre système qui est en Java. Mais voilà, donc ça vous donne une petite idée du genre de problème qu'on peut résoudre avec ces techniques-là. Alors, on a fini avec les exemples, je vais juste revenir sur... Hop. Ah oui, alors c'est de ce côté que ça se passe. Cool, on a le temps. Donc maintenant que je vous ai donné quelques exemples, vous avez quelques petites idées. La question, c'est comment ça fonctionne. Alors le comment ça fonctionne, concrètement, vous n'avez pas besoin de le savoir pour faire de la programmation par contrainte. Par contre, ça va vous aider à comprendre ce qui se passe et pourquoi vous avez des temps pourris ou des résultats complètement incohérents. On va parler uniquement des problèmes de satisfaction de contraintes. Je disais tout à l'heure que quand on prend des domaines continus, par exemple, on n'a pas tout à fait le même nombre, enfin les domaines ne sont pas tout à fait les mêmes, c'est des domaines infinis. Généralement, les techniques qu'on utilise, c'est des techniques numériques que je ne maîtrise absolument pas. Moi, je vais parler uniquement des domaines finis et discrets, ce qui est le cas de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Je vais l'illustrer avec un exemple.
qui va parler à tout le monde. C'est colorer une carte. Vous connaissez le théorème des 4 couleurs qui dit que on peut colorer une carte avec seulement 4 couleurs de manière à ce qu'aucun pays limitrophe ait la même couleur. On va voir ça tout de suite. Donc je vais prendre l'Europe de l'Ouest, parce que il y a quand même pas mal de frontières et pas mal de. Et puis bon, tout le monde connaît à peu près les frontières au niveau Europe de l'Ouest. Ce qui va se passer dans un premier temps, c'est qu'il va falloir représenter sous forme d'un graphe de contraintes nos contraintes. Alors quand je dis ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est le moteur qui va le faire. Chaque nœud du graphe, en fait, ça va être un pays ici. Et l'arête, ça va être la contrainte qui dit que c'est limitrophe. D'accord ? Par exemple, la France est à côté de la Belgique, elle est à côté du Luxembourg, etc. Comme domaine pour chaque variable, donc qui correspond au pays, en fait, à la couleur du pays, on va dire, on va prendre 4 couleurs, donc rouge, bleu, vert, jaune. C'est pour ça que je vous disais que tout à l'heure, alors c'est quelque chose qui est important et on le revoit ici, en fait, de rendre des contraintes binaires, c'est-à-dire à 2 variables, ça va être important parce que comme ça, on va pouvoir les représenter sous forme de graphes et de graphes classiques. Sinon, on parle d'hypergraphes. En fait, un hypergraphe, c'est juste un graphe avec des arêtes multiples. C'est un petit peu curieux à expliquer, mais imaginez qu'on dise qu'ils ont tous des valeurs différentes. En fait, on aurait une sorte d'arête unique qui part de partout, mais qui... Vous voyez un petit peu l'idée ? Je sais pas, c'est comme si on prenait le fil là, hop, on tire, et c'est une seule arête en fait. À représenter, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, à expliquer aussi, mais... C'est pour ça que c'est plus simple comme ça, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et concrètement, résoudre un problème de satisfaction contrainte, c'est très simple. On a un graphe qui nous donne les références, quelles sont nos contraintes, nos variables, et tout simplement, on va construire un arbre de possibilités et on va se balader dedans. Point. C'est pas plus compliqué que ça. Vous êtes sceptique et vous avez raison. Parce que j'ai dit tout à l'heure que quand les domaines ils vont être très grands, il va y avoir plein de possibilités. Ça va vouloir dire des arbres très grands. Genre très 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 grands. Donc du coup, un des principaux objectifs du solver, ça va être justement de réduire cet arbre au maximum pour pouvoir faire une recherche la plus rapide possible et donner des solutions dans le moins de temps possible. Alors le premier algorithme qui est utilisé pour ça, c'est des algorithmes qu'on appelle de recherche systématique, qui sont très bien parce qu'ils permettent de trouver, on est sûr de trouver une solution si elle existe. Concrètement, on va générer l'intégralité des solutions et les tester. Par exemple, on va dire, je colore la Belgique en bleu, ensuite la France en bleu, ensuite l'Allemagne en bleu, ensuite patati patata, et une fois arrivé à la fin, on dit, est-ce que ça vérifie les contraintes ? Non. On recommence. Belgique en bleu, France en bleu, Allemagne en bleu, etc., etc. Vous avez compris, on va se balader dans tout un tas d'arbres, enfin de branches de l'arbre, où finalement, on sait dès le début que c'est mort, quoi. Donc ça c'est bien, c'est exhaustif, mais bon, ça prend un temps pas possible. Donc évidemment, il y a un truc évident à faire, ce qu'on appelle le backtracking. On commence à se balader, on construit l'arbre, mais dès qu'on se rend compte que on a fait fausse route, on arrête là, on revient en arrière. Concrètement, si on colore la France en bleu, alors que la Belgique est déjà bleue, on sait que c'est pas la peine d'aller plus loin. D'accord ? On a une contrainte qui n'est pas respectée, autant revenir en arrière et changer la couleur de la France. Alors le problème de ça, c'est que rien ne nous indique, alors là je l'ai construit de cette manière-là, mais de manière générale, rien ne nous indique qu'on ne va pas refaire plusieurs fois les mêmes erreurs, parce qu'en fait on ne s'en souvient pas de ces erreurs dans cet algorithme-là. Concrètement, on est obligé d'aller dans le nœud, de donner une valeur et dire « Ah, non, ça ne marche pas ». Même si on l'a déjà fait 1000 fois à côté, on ne s'en souvient pas. C'est mieux qu'avant, c'est quand même pas terrible. En fait, pour éviter ces problèmes-là, ce qu'on va faire, c'est appliquer ce qu'on appelle des techniques de consistance. Technique de consistance, c'est dire on va essayer d'être un petit peu malin et de virer, puisqu'on connaît certaines contraintes déjà, des valeurs qui sont plus possibles. Que ce soit au niveau des nœuds ou au niveau d'un arc. Le CAPAS, grosso modo, c'est sur toute une branche. Par exemple, si une contrainte dit
la France sera coloriée en jaune, parce que j'ai envie qu'elle soit coloriée en jaune, on est d'accord que ça ne sert à rien d'essayer de la colorer en bleu. C'est bon? Non. Je sais pas. Donc concrètement, on peut déjà dire que le domaine de la France, ça va être jaune. C'est ce qu'on appelle la consistance de nœud. Ça ne sert à rien de mettre le bleu, le rouge et tout ça, on n'en veut pas. Une fois qu'on a le jaune, on va pouvoir appliquer de la consistance d'arc sur l'Espagne. La consistance d'arc, c'est juste, sur un sommet, on va prendre les valeurs possibles d'un côté, les valeurs possibles de l'autre, on va virer toutes celles qui sont plus possibles étant donné l'état dans lequel on est. Typiquement, la France étant jaune, l'Espagne ne sera jamais jaune. Donc on peut la virer. Ça va? Et en fait, en utilisant le backtracking plus ces techniques-là, on obtient toute une famille d'algorithmes qu'on appelle l'algorithme de propagation de contraintes, où concrètement, on va partir d'un état et on va essayer de propager les contraintes comme ça de proche en proche, de manière à éliminer toutes les valeurs qui ne sont pas possibles. Donc là, c'est un exemple, ça s'appelle le forward checking, où concrètement on dit la France elle est en jaune, à partir de là, comment on fait pour virer des valeurs qui sont plus possibles? Si la France est en jaune, ça veut dire que concrètement, l'Espagne ne pourra pas être jaune, l'Italie non plus, la Suisse non plus, l'Allemagne non plus, le Luxembourg non plus, la Belgique non plus. D'accord? Et donc, on ne va pas avoir besoin de construire un arbre pour ça. On peut déjà éliminer ces valeurs-là. Une des choses qui va être importante, parce que là, jusque-là, j'ai donné un exemple en disant « je choisis que la France va être jaune », mais quand je dis « je », c'est moi Cyril. Par contre, comment est-ce que l'algo il va dire quelle variable je vais utiliser ou quelle valeur je vais lui donner? Il va bien falloir qu'il choisisse. Et en fait, il se trouve que ordonner le choix des variables, selon certains critères, ça permet d'obtenir de meilleurs résultats. Donc, par exemple, ici, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle une heuristique de type first fail. Alors évidemment, sur la coloration de graphes, ça ne marche pas très bien, parce que c'est assez difficile d'échouer sur une coloration de graphes. Mais l'idée, c'est qu'on va prendre la variable qui a le moins de valeur qui reste, et qui a le degré le plus élevé. Pourquoi? Parce que il y a moins de valeurs possibles et il y a plus de contraintes. Donc on a plus de chances de tomber sur quelque chose qui va échouer. Donc là, évidemment, ça n'échoue pas, comme je vous l'ai dit juste avant, mais grosso modo, on va dire que l'Allemagne, donc on a fait la France, on va choisir l'Allemagne, et concrètement, on va lui dire, on lui a affecté la valeur rouge, et on va appliquer pareil la même technique de consistance. Et en fait, ça va éliminer alors je ne l'ai pas éliminé là, mais grosso modo, ça va éliminer tout le rouge autour. Ça va jusque-là? Donc ça, c'est une première technique. Et après, il faut savoir quelle valeur choisir. Donc une fois qu'on a choisi la variable, donc là j'ai choisi le rouge, en disant je veux choisir le rouge. Pour choisir les variables, ce qui va être intéressant, c'est de choisir celles qui ont le plus de les valeurs, c'est choisir celle qui a le plus de chances de réussir. Pourquoi? Parce qu'on veut trouver une solution rapidement. Pour ça, on va prendre une heuristique qui s'appelle la less constraining variable, c'est-à-dire la variable qui a le moins de contraintes. Et en faisant ça, si on prend par exemple l'Irlande, là-haut, il n'y a qu'une seule contrainte. Donc concrètement, si on choisit rouge, en face on peut choisir jaune, on est bon. Terminé, cette partie-là, on peut l'évacuer. Vous voyez un petit peu l'idée? On vient de trancher l'arbre sévèrement, là. Après, il y a toute une catégorie d'algorithmes, alors là, je ne vais pas les représenter, c'est pas très intéressant, qui utilisent plein d'heuristiques. Concrètement, ces algos, donc hill climbing, mean conflicts, taboo search, tout ça, c'est des algos qui vont affecter localement des valeurs à des variables de manière aléatoire, selon différents critères, suivant l'algorithme. Et forcément, c'est aléatoire, donc ça ne va pas être bon. Et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont réparer localement les choses. Ils vont dire, tiens, cette valeur-là, ça ne respecte pas cette contrainte, je vais la faire respecter. Et en fait, de proche en proche, comme ça, on espère, alors ça ne marche pas à tous les coups, trouver rapidement une solution. Alors, suivant l'heuristique qu'on choisit, c'est plus ou moins bon, ça dépend des problèmes. Et c'est pour ça qu'il y a je ne vais pas dire des centaines, mais quasiment des centaines d'algorithmes différents pour ce genre de choses. C'est hyper vaste comme domaine, ça fait 30 ans qu'il y a de la recherche dessus et ça continue.
Donc comme je disais, il n'y a pas d'assurance de trouver une solution, par contre on peut la trouver très vite. Donc suivant les problèmes, ça peut être très intéressant. Bon, concrètement, comment on fait? Maintenant on voit à peu près comment ça marche, on a donné des exemples. La première chose, c'est qu'il faut savoir quand est-ce qu'on va utiliser la programmation par contrainte. Tout à l'heure, j'ai fait un exemple un peu bidon. On est d'accord que calculer un périmètre de triangle, enfin trouver les triangles et tout ça, c'est pas très compliqué. On peut faire un algo beaucoup plus simple. Il faut que les contraintes soient complexes et nombreuses. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. On va perdre du temps à essayer de modéliser un truc qu'on peut coder différemment. Il faut que les fonctions objectives soient simples. Alors ça, c'est important parce que une fonction objective qui est trop compliquée, ça va surcontraindre finalement le problème et on va patiner. Donc il ne faut pas que les fonctions objectives, et d'ailleurs la plupart du temps c'est soit minimize soit maximize, pour être honnête moi j'ai rien vu d'autre. Voilà, enfin ça sert à rien d'essayer de faire des trucs trop compliqués de toute façon, la plupart du temps c'est ça. Ça s'applique très bien aux problèmes de décision. Et aux problèmes issus des domaines où ça fonctionne classiquement. Lesquels? Typiquement, faire un planning de conférence, je pense qu'il y a des gens qui savent ici que c'est pas forcément très simple. Vous avez tous été à l'école, les emplois du temps, tout ça, le bordel en début d'année. Vous voyez un petit peu? En fait, ça peut être résolu par ce genre de technique-là. Des parcours de livraison aussi. On a une capacité limitée dans un camion, puis on n'a pas envie de faire 500 bornes de plus que nécessaire, par exemple. Des assignations de tâches. Et après, il y a aussi du séquençage d'ADN, de la localisation de panne, du design de circuit. Il y a tout un tas de choses qui, par exemple, pour éviter que des fils se croisent. Voilà. Tout un tas de... Alors, pour retrouver tout ce qui rentre dans cette catégorie-là, vous lisez la littérature, vous avez des exemples en pagaille. C'est assez hallucinant. Donc, comment on fait? Concrètement, je vous l'ai déjà expliqué. On identifie les variables du problème. Ça, généralement, c'est assez simple, puisque finalement, en les disant à voix haute, on se dit « Ah, tiens, il faut prendre ça en compte. Ah, tiens, il faut prendre ça en compte. » Plus difficile, attribuer un domaine aux variables. Et ça va être important, parce que, je répète encore une fois, ça va donner la taille du problème. Donc, concrètement, on va essayer de limiter la taille du problème, avant même que le programme ait besoin de le faire. Établir les listes des contraintes, et essayer déjà de savoir lesquelles sont mandatories, celles qui sont un petit peu optionnelles, celles qu'on peut carrément dégager. Comme d'habitude, diviser pour mieux régner. Si on peut décomposer en sous-problèmes, c'est mieux. Plus le problème est petit, plus c'est simple à résoudre. Et surtout, la chose la plus importante, qui est valable pour tous, c'est optimiser à la fin. Donc en premier, on utilise un algo naïf. Alors je vous rassure, personne n'utilise de generate and test, hein, on fait déjà du forward checking minimum, mais utiliser un algo naïf en premier, voir comment ça marche, mesurer. Si c'est suffisant, c'est pas la peine d'aller plus loin et d'utiliser des trucs hyper compliqués. La plupart des libs permettent de swapper les algos comme ça à la volée. Donc on part de base, on mesure, on voit ce que ça donne. Si on est content, c'est pas la peine d'aller plus loin. Si on n'est pas content, on fait des tests, hein, grosso modo. Du coup, il y a un peu de temps pour des questions, pas beaucoup, 1 minute et quelques, je crois. Donc si vous avez des questions, je prends, si je sais répondre. Oui. J'ai une question oui. Concernant le solver que tu utilises, dans ce cas-là, c'est lequel? Oui, alors il s'appelle Oscar. Est-ce qu'il est open source ou... Oui, c'est open source, oui. Oui. Alors effectivement, bonne question. Il y a énormément de solvers qui existent, avec des implémentations plus ou moins poussées. Je vais donner quelques petits exemples juste après. Parmi ceux que je connais, il y en a des dizaines, open source ou pas. Donc il y a Oscar, donc qui est en Scala, Optaplanner, qui est un petit peu différent dans son approche, c'est en Java, où concrètement on fait une modélisation objet et on pose des annotations. C'est assez magique et c'est plutôt pas mal comme... et là surtout la doc est vraiment hyper bien. Chocosolver aussi qui est en Java, qui est un petit peu de la même trempe que Oscar. Donc là on est un petit peu bas niveau, on va dire, on manipule les variables, des équations, tout ça comme on a montré tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est les 3 que je connais. Après il y en a à foison. Du coup tant qu'on est sur les liens...
La présentation, je me suis pas mal basé sur le premier lien, qui est pas mal, qui est vraiment bien, qui est en anglais, qui explique tout en détail, avec des détails d'algo. J'ai aussi, si ça vous intéresse de voir qu'est-ce qui existe comme contrainte, il y a ici ce lien-là qui donne, grosso modo, c'est le catalogue de toutes les contraintes globales qui existent. Donc il y en a des dizaines et des dizaines, au-delà du all different. Ici, qui est un petit peu coupé, je crois, c'est un cours d'université. Enfin, il y a plein. Si vous voulez chercher des références, c'est assez facile de les trouver. Il y a plein de papiers de recherche, il y a plein de cours d'université. C'est voilà. Un blog aussi qui est assez complet ici. Voilà. Donc là, j'ai mis ces liens-là. Il y en a plein d'autres. Une simple recherche vous donnera 30 millions de réponses. Voilà. Je ne sais pas si on a le temps pour une autre question. Sinon, encore une fois, Twitter, ou alors rattrapez-moi si vous courez assez vite avant que je parte. Dernière chose, je peux repenser à enfiler un code promo si vous voulez essayer. Voilà. C'est bon, vous avez noté DevFest 5, ça va, c'est pas trop compliqué. Merci.